Bonjour à tout le monde, il est donc 16 heures ici au Vietnam. Je vais donc bientôt lancer ce webinaire. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous allons aborder la question comment bénéficier de l'accord imminent de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. Merci à chacun d'entre vous d'avoir rejoint ce webinaire comment bénéficier de l'accord imminent de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. Je suis très heureux d'échanger avec vous, du moins de vous présenter, d'exposer quelques aspects de cet accord de libre-échange. Je suis donc actuellement au bureau de la Chambre de commerce et d'industrie France-Vietnam à Ho Chi Minh Ville, au sud du Vietnam. J'espère que vous me voyez, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais donc vous présenter un thème d'actualité en reprenant quelques aspects généraux du Vietnam, parce que, encore une fois, j'ai pu prendre note et prendre connaissance, disons, des différentes inscriptions aujourd'hui, que ce soit de pôles de compétitivité ou d'entreprises de divers secteurs. Je vais essayer d'avoir une vision assez large en prenant quelques exemples sectoriels, en espérant vous donner envie de nous poser plus de questions. Alors, c'est un format assez court, en 1 heure, on va essayer d'échanger rapidement. Je tenais à remercier bien sûr toutes les équipes de CCI France International qui ont œuvré à l'organisation de ce webinaire, qui ont rassemblé, disons, les expertises de notre réseau à travers le monde pour nous connecter avec les entreprises en France et les partenaires en France. Donc, je tiens à les remercier et j'espère que ce webinaire sera disons, l'introduction à de nouveaux formats à distance au cours de l'année et au cours des prochains mois. Comme je le disais, donc, nous allons aborder un thème d'actualité, comment bénéficier de l'accord imminent de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. Tout d'abord, un petit élément de contexte. Le Vietnam, depuis le 8 mai dernier, nous avons au Vietnam repris, disons, une activité plus ou moins normale dans le contexte de crise sanitaire mondiale que nous connaissons. Le 8 mai dernier, nous avons réouvert au Vietnam tout ce que nous considérions activités non essentielles. Et le 8 mai dernier, cela faisait 3 semaines que le Vietnam n'avait pas connu de contamination, comme on l'appelle, intracommunautaire. Et donc, ça fait donc depuis le 8 mai que nous avons repris l'activité, nous travaillons, nous avons donc une réelle dynamique ici au Vietnam depuis de nombreuses semaines. Comme certains d'entre vous ont pu le lire peut-être dans différents médias, différents journaux, le Vietnam affiche un bilan impressionnant, puisque comme vous allez voir, on est dans un pays qui fait près de 100 millions d'habitants. On compte, parmi les chiffres officiels, 288 cas et 0 décès. Comme vous avez peut-être pu le voir dans différents journaux en France, on a pu louer la stratégie gagnante des autorités vietnamiennes qui a reposé sur une prise de conscience précoce de la menace et un isolement strict des personnes infectées. Donc cette corrélation, disons, de critères et de décisions de la part des autorités vietnamiennes ont fait qu'aujourd'hui, on peut saluer la réaction et la gestion de la crise sanitaire par les autorités vietnamiennes qui nous permettent justement de voir de l'avant et de considérer le Vietnam comme un pays Covid-safe, Covid-free, comme on peut le dire, mais bien plus, comme vous allez pouvoir le constater lors de cette présentation rapide. Je souligne tout simplement que c'est d'autant plus remarquable, ces résultats sont d'autant plus remarquables qu'on a une surface très importante au Vietnam et qu'on a une frontière terrestre de 1000 km avec la Chine. Donc aujourd'hui, c'est une actualité Covid-19. On nous a bercé, bien sûr, de cette actualité depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, de ces tristes nouvelles. Aujourd'hui, on parle de quelque chose d'un petit peu plus positif, quelque chose qui fait l'actualité aujourd'hui au Vietnam, c'est l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. Très rapidement, je vais donner un petit peu de contexte sur ce que c'est qu'ici la Chambre de commerce française au Vietnam. Donc, encore une fois, le réseau des chambres de commerce, comme on le cite, c'est un réseau de 124 chambres dans 93 pays. Ici, à la Chambre de commerce française France-Vietnam, nous avons 300 membres au sein
d'une communauté plus élargie, comme on l'appelle l'Eurocham, la Chambre européenne, qui est constituée de 1000 membres. Je passe rapidement sur le fait qu'il y a environ 35, peut-être que les équipes de CCIFI pourront me reprendre, mais 35 000 membres CCIFI dans le monde. Nous avons accès en direct ici à la CCIFV à de nombreux membres et partenaires avec un réseau newsletter, des espaces de travail, ici dans nos business centers, avec des entreprises françaises qui, ici nous partageons plus de 500 mètres carrés de bureaux à Ho Chi Minh Ville, qui est le poumon économique du Vietnam, avec des entreprises françaises pour la plupart, qui ont choisi la Chambre de commerce pour se développer. Nous organisons également de nombreux événements, que ce soit du networking, des événements à thème, des séminaires, des conférences. Et nous sommes donc 18 collaborateurs, français, vietnamiens, souvent d'ailleurs franco-vietnamiens, avec une double culture qui permet donc d'accompagner au mieux, de renseigner au mieux et j'ai envie de dire de comprendre au mieux les enjeux et opportunités d'affaires ici au Vietnam. Nous accompagnons de nombreuses entreprises avec du conseil, avec du soutien administratif. Notre communauté connaît une certaine dynamique grâce au comité sectoriel qui regroupe des expertises sectorielles, la communication, la publicité, de nombreux événements. Conseil RSE, je le souligne, parce que nous avons un département de responsabilité sociétale des entreprises. C'est une caractéristique importante ici pour nous, Chambre de commerce française au Vietnam, de mettre en avant ces points-là. Et vous verrez d'ailleurs que c'est quelque chose qui est mentionné dans cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. Le centre d'affaires, nous faisons également du recrutement, de la formation. Tout cela, c'est donc pour pouvoir accompagner au mieux les entreprises françaises au Vietnam. Très rapidement, le Vietnam, capitale Hanoï, donc au nord. Je ne sais pas si vous pouvez voir ma souris. Capitale Hanoï au nord. Nous sommes actuellement au sud, à Ho Chi Minh Ville, au sud. PIB par habitant, environ 2 500 $, une population de 96 millions d'habitants, un revenu annuel moyen de 2 500 $. Voilà, je passe sur quelques détails qui peuvent être tout à fait intéressants. Notamment, nous avons plus 5 heures ici au Vietnam par rapport à la France. Alors, je vois qu'il y a des questions. Bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions sur le module prévu à cet effet. J'ai une première question sur la possibilité d'avoir des slides. Bien sûr, ce sera un plaisir. Il me semble que, de toute façon, je vous donnerai les coordonnées de la Chambre de commerce. Nous pourrons aller plus loin vous donner les détails si vous avez des questions plus techniques. J'aborderai la question un petit peu après. Mais bien sûr, je pourrai transmettre ces slides par la suite. Alors, oui, donc 3e pays le plus peuplé en ASEAN, 6e économie de la région, 2e partenaire commercial de l'Union européenne en ASEAN. Vous imaginez peut-être que le premier partenaire commercial, c'est Singapour. Une croissance constante de près de 7%. Ça, c'est quelque chose de très encourageant finalement, avec une croissance qui n'arrête pas, qui est tout à fait stable. Avec, malgré l'instabilité mondiale, justement, des prévisions toujours aussi encourageantes, puisque le FMI annonce 7% en 2021. Et une croissance positive en 2020, ce qui est assez unique, même dans la région ASEAN. Une population jeune et dynamique, une classe moyenne en pleine expansion. On dit souvent que chaque année, on a 1 million de classe moyenne, 1 million de population d'habitants qui entrent dans ce qu'on considère la classe moyenne ici au Vietnam. Donc, en termes de marché, vous vous rappelez, 100 millions d'habitants au Vietnam avec 1 million de classes moyennes supplémentaires par an. J'avais un chiffre assez intéressant à 2035 sur une estimation, me semble-t-il, à 53 millions de classes moyennes à partir de 2035 sur des chiffres de la Banque mondiale. Quid de la présence française au Vietnam? Sans rentrer dans les détails, certains d'entre vous peuvent avoir une image romantisée ou fantasmée du Vietnam avec un lien de francophonie extrêmement fort au Vietnam. Alors, je vais commencer par dire que non, finalement, au Vietnam, tout le monde ne parle pas français. Au Vietnam, on est très centré vers une économie régionale très dynamique et que finalement, nous, Français, nous sommes présents. Il y a des Français qui sont basés ici, des entreprises françaises qui sont basées ici. Cependant, il faut prendre conscience de la concurrence, j'ai envie de dire, en termes d'investissement, en termes de part de marché.
Et bien sûr, on a une concurrence féroce de partenaires asiatiques qui peuvent être la Corée du Sud, notamment le Japon particulièrement. Donc je pense que c'est quelque chose à garder en tête pour commencer. C'est la première chose, mais il faut ne pas sous-estimer, disons, la bonne image qu'a la France, qu'a l'expertise française ici au Vietnam, avec une phrase ici de notre ambassadeur, M. Nicolas Warnery. Ah, pardon, j'ai une question sur que signifie HCMV, désolé pour ce jargon, c'est Ho Chi Minh Ville. Voilà. Excusez-nous pour ce raccourci. Donc HCMV et donc Ho Chi Minh Ville, alors j'ai encore une question. N'hésitez pas à poser vos questions sur le module prévu à cet effet, j'essaie d'y répondre au fur et à mesure. Donc voilà, comme le dit l'ambassadeur, alors j'ai justement la chance d'avoir l'intervention potentielle d'un des négociateurs de cet accord de libre-échange, M. Jean-Jacques Boufflet. Encore une fois, le format est très court aujourd'hui pour pouvoir échanger plus en détail, notamment avec M. Boufflet, sur les enjeux, sur la genèse de cet accord de libre-échange. Mais nous avons la chance à la Chambre de commerce ici d'être conseillé par M. Boufflet, qui, en tant qu'ancien fonctionnaire européen, a designé, a modelé cet accord avec les autorités vietnamiennes. Voilà, donc, il nous saluait pour savoir s'il fallait intervenir. Donc peut-être que si on a des questions après, j'irai le chercher dans la pièce voisine. Donc oui, il y a 12 ans, les Français du Vietnam étaient pour nombre d'entre eux des pionniers, finalement, d'un point de vue développement des affaires. Aujourd'hui, leur nombre a doublé et nous rencontrons déjà la deuxième ou troisième génération de femmes et d'hommes d'affaires. La croissance économique et le doublement de la communauté française au Vietnam en 5 ans ont changé la donne et intensifié la relation entre nos deux pays. Et c'est vrai que quand on parle de 15 000 Français basés au Vietnam, c'est parfois assez impressionnant, d'un point de vue très pratique, de rencontrer et de croiser autant de Français ici au Chi Minh Ville, dans la rue, au restaurant, parfois dans le monde des affaires, par hasard. Quid des secteurs porteurs? Finalement, les secteurs porteurs, on a 3 secteurs majeurs qu'on nomme souvent, qui sont le secteur de l'aéronautique, le secteur agroalimentaire et le secteur pharmaceutique. Mais également, il ne faut pas oublier l'énergie, le secteur des énergies en général, la santé, le traitement des déchets, le traitement de l'eau, le luxe, les transports, les technologies de l'information. Je sais que parmi vous, aujourd'hui, entreprises françaises, pôle de compétitivité, vous représentez de nombreux secteurs. C'est un petit peu difficile justement de pouvoir faire une présentation générale sans entrer dans les détails techniques qui pourraient intéresser chacun d'entre vous, mais encore une fois, ça sera l'occasion de le faire dans une seconde partie, peut-être plus en direct. Et je me permets de vous passer donc une vidéo qui a été concoctée par nos équipes, qui fait un rappel, disons, de cet accord de libre-échange qu'on appelle EVFTA, d'ailleurs un petit peu improprement en français, parce que c'est le Europe-Vietnam Free Trade Agreement, donc l'accord de libre-échange Union européenne-Vietnam. Je me permets de vous passer cette courte vidéo qui va vous donner un petit peu des éléments majeurs que je développerai juste après.
Alors voilà, donc j'espère que cette vidéo d'introduction a pu un petit peu poser le décor. Je vais essayer d'entrer dans quelques détails par la suite sur quelques prochaines slides. N'hésitez pas encore une fois, avec ce que vous avez pu voir dans cette vidéo d'introduction, à me poser des questions, j'y répondrai. Par exemple, on me pose une question sur le secteur agricole, j'y reviendrai un petit peu. Et puis ensuite, si le temps nous le permet, on pourra échanger un petit peu sur certains types de secteurs. Donc, comme je disais, le Vietnam était déjà, ces dernières années, une terre d'investissement, présentait de nombreux intérêts, on l'a vu, par la taille de son marché, par la qualité et le faible coût de sa main-d'œuvre, par une stabilité politique et économique qu'il faut souligner. Et finalement, aujourd'hui, on comprend, on constate qu'au-delà de ces aspects macroéconomiques que l'on connaissait, et de ces avantages que pouvait représenter le Vietnam pour de nombreuses entreprises françaises, que ce soit pour exporter des produits français, européens au Vietnam, pour le marché, mais également pour trouver des partenaires, pour fabriquer, pour produire ici au Vietnam, pour assembler ici au Vietnam, en vue d'exporter en France ou ailleurs. Donc, il y a toute une panoplie, disons, d'intérêts. À cela, aujourd'hui, s'ajoutent 3 éléments majeurs, je dirais. Comme je l'ai évoqué, la gestion de la crise sanitaire Covid-19, on se rend compte que le Vietnam a très bien géré la situation sanitaire. Comme je le disais, ça fait de nombreuses semaines que nous sommes de retour au travail, que l'activité reprend son cours. Alors, je ne voudrais pas non plus rentrer dans un constat naïf. Effectivement, l'activité reprend son cours. Effectivement, les entreprises, ici, j'ai vu sur une rue passante, avec un trafic toujours aussi intense. Cependant, il ne faut pas oublier le fait que le Vietnam est également un pays qui a besoin d'exporter, qui a besoin de transformer, qui a besoin de carnets de commandes remplis, que ce soit vers l'Europe, que ce soit vers les États-Unis. Et donc, je ne voudrais pas rentrer dans un constat trop naïf. Effectivement, le Vietnam se sort extrêmement bien pour le moment de cette crise sanitaire, a repris son économie, ses activités. Cependant, le Vietnam a besoin d'une reprise de l'activité dans le monde, à savoir particulièrement en Europe et aux États-Unis, pour pouvoir relancer son économie de manière pérenne. Alors, c'était de manière un petit peu euphémistique, je parle d'enjeux commerciaux au niveau mondial, sans se cacher derrière nos petits doigts. On comprend que des tensions commerciales entre les États-Unis et le grand voisin chinois amènent de nombreuses entreprises à repenser leur stratégie en Asie, amènent certaines entreprises à envisager un redéploiement de leur site de production en Asie. Et alors, l'ASEAN en général, la région ASEAN, est un choix pertinent et le Vietnam est un choix particulièrement intéressant, justement, pour toutes ces entreprises qui sont basées en Chine, notamment, et qui souhaitent se redéployer en Asie du Sud-Est avec des services comparables. Et encore une fois, en termes de coût de la main-d'œuvre ici au Vietnam, on est sur des statistiques qui sont inférieures à ce que produit la Chine aujourd'hui. Alors, je parlais donc de ce 3e élément, l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange Union européenne-Vietnam. Cet accord de libre-échange, c'est un accord extrêmement ambitieux, puisque comme vous avez pu le voir, 99% des taxes, des droits de douane vont disparaître à horizon grossièrement 10 ans. C'est-à-dire que dans 10 ans, 99% des taxes vers le Vietnam, depuis l'Union européenne vers le Vietnam, et depuis le Vietnam vers l'Union européenne, 99% de ces taxes vont disparaître. Ça crée donc énormément d'opportunités pour l'import-export, pour la production, pour la transformation. Alors, les principaux aspects, ce n'est pas uniquement des baisses mécaniques des droits de douane, comme je le cite en premier aspect, c'est également une facilitation administrative des procédures. Là, on va rentrer un petit peu dans le détail, mais pas tant, c'est assez complexe. L'ouverture des marchés publics, qui pour certains secteurs est quelque chose d'absolument majeur. Et la sécurisation des échanges et des investissements, parce que je ne m'attarderai pas sur ce point aujourd'hui, mais alors j'ai une question. Alors, je ne m'attarderai pas sur ce point aujourd'hui, mais l'accord de libre-échange Union européenne-Vietnam est également accompagné
d'un accord sur la protection des investissements. Donc cet accord sur la protection des investissements entrera en vigueur de manière un petit peu décalée par rapport à l'accord de libre-échange Union européenne-Vietnam, pour la raison suivante: chaque État membre de l'Union européenne devra de son côté valider, ratifier cet accord sur la protection des investissements. Et donc il va falloir que chaque État membre s'engage, ce qui va prendre un petit peu plus de temps, contrairement à l'accord de libre-échange qui, lui, entrera en vigueur au 1er août. Voilà. C'est une information importante. Officiellement, c'est le 1er août que cet accord prendra effet. Donc, je vois effectivement un commentaire plus qu'une question qui évoque le fait que cela dépend du produit que l'on exporte. Et évidemment, bien sûr, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup d'aspects, et bien évidemment, tout est écrit noir sur blanc. Encore faut-il l'interpréter, le comprendre et le heurter, disons, à la réalité. Et disons que la réalité, nous allons la découvrir dans les prochaines semaines, la réalité de la mise en place de cet accord de libre-échange. Alors, donc voilà, donc, baisse mécanique des droits de douane, facilitation des procédures, ouverture des marchés publics, sécurisation des échanges et des investissements. Voilà un petit peu ce que regroupe cet accord global entre l'Union européenne et le Vietnam. Alors, je vais essayer de donner quelques détails sur ce que contient cet accord au-delà de la baisse des droits de douane. Évidemment, sur la baisse des droits de douane, on en parlera par la suite. Donc, deux catégories. Il y a de nombreuses catégories. Soit on a donc une suppression immédiate des droits de douane au 1er août. C'est donc le cas, comme vous pouvez le voir, de tous les produits considérés de catégorie A. Donc la première réduction des droits de douane prendra effet le jour d'entrée en vigueur de l'ALE, soit le 1er août 2020. Et les réductions suivantes prendront effet le 1er janvier de l'année concernée. Puisque, comme vous pouvez le voir, on aura une baisse progressive. C'est-à-dire que soit vous avez une suppression immédiate si vous avez votre produit qui est dans la catégorie A, soit vous avez une baisse progressive étalée dans le temps par tranche dégressive chaque année. Et donc, par rapport à cela, c'est vrai que c'est difficile pour moi de donner ce tableau qui est difficilement intelligible parfois. N'hésitez pas à poser des questions et encore une fois, on a développé ici un guichet, vous allez le voir un petit peu par la suite, pour répondre à toutes ces questions. N'hésitez pas, si vous connaissez les détails de ce que vous souhaitez importer, exporter et en quoi cela sera impacté par l'accord EVFTA, n'hésitez pas à m'en faire part, à notre équipe et nous vous répondrons dans les plus brefs délais pour vous accompagner dans cette réflexion. Quid, donc au-delà des conséquences sur les obstacles tarifaires, il y a également les conséquences sur les obstacles non tarifaires. Alors, les normes vietnamiennes en termes de performance, en termes de santé, en termes de sécurité, sont assez spécifiques et parfois même elles sont incompatibles avec les normes européennes. Alors, suite à ce problème rencontré, le Vietnam s'est engagé, à travers justement cet accord de libre-échange, à s'aligner sur les standards internationaux / européens, et notamment dans le secteur des transports, dans le secteur des cosmétiques et dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un alignement des normes vietnamiennes avec les normes internationales qui vont donc faciliter, disons, la compréhension, faciliter l'échange, au-delà même de la baisse chiffrée, disons, des droits de douane. Alors, il y a 3 catégories qu'il faut comprendre, disons, là je vais essayer de ne pas m'étendre, mais il est important de comprendre qu'il y a 3 catégories pour la règle d'origine. Alors très simplement, qu'est-ce que la règle d'origine? Ça permet d'éviter qu'on importe un produit, mettons un produit d'un pays voisin, du Cambodge, de Thaïlande, de Chine, et puis qu'on le réexporte immédiatement vers la France, par exemple, pour bénéficier de l'accord de libre-échange. Ça ne fonctionne pas. Évidemment, il faut que l'origine vietnamienne soit justifiée. Et donc là encore, il est nécessaire de comprendre un certain nombre de nuances. Donc, soit le produit, la marchandise, elle est d'origine par définition. Il y a un certain nombre de marchandises qui sont considérées comme telles. Donc, il faut voir l'article 4
protocole 1 de cet accord. Peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est ce deuxième point, les marchandises d'origine par assimilation. Dans le cadre de l'EVFTA, les marchandises exportées depuis l'Union européenne doivent répondre à 3 conditions cumulatives, donc afin de bénéficier de cette évolution sur les obstacles tarifaires. Les conditions sont donc les suivantes. La marchandise doit être originaire de l'Union européenne. La marchandise doit être accompagnée d'un certificat ou d'une déclaration d'origine ou simple connaissance de l'exportateur. Et le troisième point, répondre à des conditions propres à chaque marchandise. Encore une fois, c'est des... J'ai de nouveau une question. Voilà. Donc, à chaque fois, un cahier des charges à respecter avec des conditions propres sur chaque marchandise. Enfin, certaines marchandises sont tout à fait exclues de cet accord, c'est partie des 1% évoqués précédemment. Alors, pour éviter justement de trop jargonner et d'être trop dans la théorie, j'ai souhaité mettre en avant quelques points sectoriels. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous aujourd'hui sont concernés, mais si on évoque le secteur des vins, spiritueux et de la bière, aujourd'hui, au Vietnam, les vins en provenance de France, par exemple, sont taxés à hauteur de 50%, les spiritueux à hauteur de 48%, la bière à hauteur de 35%. C'est-à-dire que dans 7 ans, pour les vins et spiritueux, de manière dégressive, on aura une suppression totale. Donc, vous pouvez imaginer qu'une différence de 50%, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour la bière, dans 10 ans, ces 35% n'existeront plus. Je tiens à souligner une nuance tout à fait importante, c'est que ça ne concerne pas les droits d'accise. Finalement, cet exemple, cette anecdote des droits d'accise me permet aussi d'évoquer un aspect qui me semble tout à fait essentiel, c'est-à-dire qu'au-delà de cet accord de libre-échange, il est important de monitorer sur place, ici au Vietnam, et c'est le travail de la Chambre de commerce, la mise en place opérationnelle et réelle de cet accord. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires sur le secteur des vins, spiritueux, de la bière. Alors, pour le secteur agroalimentaire, qui est tout à fait important ici au Vietnam, sur la régionalisation, je ne sais pas encore une fois si certains d'entre vous sont experts dans ce domaine, mais si des animaux sont contaminés par une maladie dans une partie seulement de l'Europe, ou même de la France, contrairement à ce qui a pu se faire précédemment, le Vietnam change son idée et n'appliquera pas un embargo sur tous les produits d'origine européenne ou française, mais limitera les mesures de restriction commerciale à la zone infectée. Donc c'est une garantie supplémentaire pour les agriculteurs en Europe. C'est un point important d'un point de vue agroalimentaire pour l'export de produits européens vers le Vietnam. Les exportations vietnamiennes à la hausse, avec un point d'interrogation, c'est une question rhétorique parce que, bien sûr, d'un point de vue balance commerciale, la balance commerciale est déjà en déséquilibre avec le Vietnam aujourd'hui, où le Vietnam exporte plus vers la France que la France n'exporte vers le Vietnam en termes de valeur. La tendance va-t-elle s'accentuer? C'est une bonne question. Finalement, les exportations vont peut-être être à la hausse tant côté français que côté vietnamien pour un équilibre de cette balance. Mais effectivement, d'un point de vue très pratique, nous, Chambre de commerce française au Vietnam, nous recevons énormément de demandes de la part des fédérations, des associations vietnamiennes dans l'agroalimentaire. Ça pourrait être pour les fruits, pour les jus de fruits, pour des crevettes, pour tout ce qui est produit de la mer, avec une envie et une conscience de l'opportunité que représente le marché européen pour l'exportation de ces produits. Donc là, je parle beaucoup de que vont faire les entreprises françaises à l'export au Vietnam, finalement, mais c'est aussi très important de se dire qu'il y a des potentiels et des opportunités d'investissement ici au Vietnam pour de l'export de produits agroalimentaires vietnamiens vers l'Europe. Évidemment, ce développement du secteur agroalimentaire est lié amènera des opportunités de développement pour tout ce qui est machines agricoles, etc., nourriture animale, beaucoup de ces aspects qui sont chers, disons, à notre expertise française. Je donne 2 exemples sur l'agroalimentaire, 2 exemples, notamment par exemple les exportations de thon rouge
du Pacifique seront exemptés de droits de douane, alors qu'ils le sont aujourd'hui taxés à hauteur de 22%. Voilà. C'est des exemples anecdotiques, mais qui montrent, disons, l'intérêt et la réalité. La chicorée va descendre. Aujourd'hui, on a 14% de droits de douane. La chicorée ne sera plus liée à aucun droit de douane. Donc tout ça, encore une fois, pour mettre en avant le fait que c'est des opportunités pour les entreprises françaises. Les indications géographiques. Alors, rapidement, les indications géographiques, l'Union européenne et le Vietnam se sont engagés à reconnaître et à protéger un certain nombre d'indications géographiques. Le Vietnam s'est engagé vis-à-vis de 169 indications géographiques européennes. Donc, parmi celles-ci, Champagne, Feta, Parmigiano, Rioja ou Roquefort, par exemple. À l'inverse, l'Union européenne reconnaît et protège 39 indications géographiques vietnamiennes, du thé, du café, de la sauce traditionnelle vietnamienne. Alors, je regarde les questions pour voir si elles sont... Si je peux les traiter, disons, au cours de cette slide-là. Alors, il y en a une question, oui, sur la main-d'œuvre attractive, sur le SMIC en euros. C'est une question difficilement transposable et cela diffère en fonction des régions. Mais on peut imaginer, je donnerai des détails, je ne vais pas me tromper sur ce point-là, mais je citais un chiffre à hauteur de 180 €. Je vous donnerai des détails. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions directement ensuite pour que je vous donne plus de détails. Donc, oui, des indications géographiques, pardon. C'est une liste non définitive, hein, c'est 169 indications géographiques. Il faudra ensuite continuer à travailler pour voir comment ajouter des indications géographiques reconnues ici au Vietnam. C'est quelque chose de tout à fait important d'un point de vue part de marché ici au Vietnam. Textile et habillement. Encore une fois, c'est un nouvel exemple. Les exportateurs vietnamiens doivent désormais, plus que jamais, veiller à ce que leurs produits soient fabriqués à partir de matériaux d'origine nationale. On revient à cette idée de transformation, ou est-ce que ceux importés de l'Union européenne et d'autres pays aient signé des accords commerciaux bilatéraux avec l'Union européenne. Bon. L'idée, c'est que ça oblige, ou du moins ça amène de nombreux investisseurs à repenser la chaîne de fabrication en se fournissant davantage sur le marché domestique pour bénéficier de l'exemption des droits de douane. Donc ça crée une nouvelle opportunité, une dynamique. Donc là, je donne un exemple, développer les industries auxiliaires au Vietnam, la production de fibres et tissus. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'une société qui exporte des pyjamas sur le marché européen, par exemple, elle sera incentivée, en bon français, elle sera incentivée à se fournir en tissus d'origine Vietnam pour fabriquer ces pyjamas afin de les exporter en Europe. Donc ça qualifie la chaîne de valeur ici au Vietnam et ça permet de regrouper une filière entière finalement. Donc ça amène de nouvelles opportunités en termes de fournisseurs de matières premières. Quid des énergies renouvelables? Alors, 2 points. Le Vietnam s'engage sur un traitement non discriminatoire en général, donc sur les procédures d'octroi des licences et d'autorisation, sur les règles, sur le contenu local en particulier, et sur l'utilisation des normes internationales. Un petit point sur les énergies renouvelables, puisqu'on peut lire, on peut comprendre que le Vietnam se positionne comme un nouvel Eldorado d'ailleurs, des énergies renouvelables. Parce que le Vietnam, c'est un littoral de plus de 3400 km, 2500 à 3000 heures de soleil par an, une température moyenne de plus de 21 degrés. Donc tout ça, ça crée un potentiel en énergie renouvelable extrêmement important. On pense évidemment à l'éolienne, au solaire, avec des projets qui sortent de terre, qui voient le jour toutes les semaines. Et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un secteur à étudier pour de nombreux
promoteurs, producteurs, investisseurs. Sur le produit cosmétique, encore une fois, on aura une réduction progressive des droits de douane en fonction des différents types de produits. C'est un secteur porteur, marché en pleine expansion, 10% de croissance annuelle, avec une sensibilité pour le Made in France, pour la qualité du Made in France, pour la notoriété du Made in France. Comme je le disais précédemment, la France bénéficie d'une image positive, évidemment, grâce à l'histoire de la cosmétique française, à l'histoire de la haute couture française. Pour ce qui est des produits cosmétiques, le marché vietnamien, pour ce qui est des services e-commerce, le Vietnam s'engage à libéraliser un certain nombre de services. Donc là, je ne parle pas du e-commerce, je parle en général des services, les postaux, transports, services et télécommunications, services financiers et les assurances. Donc il y aura de nouveau des opportunités qui vont émerger. Pour ce qui est du e-commerce, alors pas qu'au Vietnam finalement, avec cette crise Covid-19, crise sanitaire, on repense sur un certain nombre d'habitudes et le e-commerce explose à tout point de vue à travers le monde. Le commerce électronique au Vietnam a connu une croissance exponentielle depuis 10 ans, avec plus de 25% de croissance annuelle moyenne. C'est quelque chose d'assez incroyable. L'essor du m-commerce également, qui représente... Donc le m-commerce, c'est l'achat depuis des téléphones mobiles ou bien des tablettes, qui représentent 47% des achats en ligne. Et donc simplement, quelles opportunités pour les entreprises françaises? Je pense au mode de paiement dématérialisé comme alternative au paiement en liquide. C'est vrai qu'au Vietnam, on a un taux de bancarisation qui est assez faible pour le moment, toujours faible, qui est en forte augmentation, mais qui présente un marché potentiel énorme. Je pense également à l'équipement de logiciels, ERP, CRM, GPS spécialisés, pour améliorer la gestion des stocks, la livraison, l'organisation interne des sociétés. Donc voilà, il y a des opportunités importantes avec ces signes d'ouverture. Je pense également à la conception de sites de e-commerce. Alors, avant de passer peut-être à l'ouverture des marchés publics, au point d'ouverture des marchés publics vietnamiens aux entreprises européennes, j'aimerais parler rapidement des secteurs. Donc, pour conclure, textile, agroalimentaire, énergie renouvelable, e-commerce. Alors, c'est pas du tout restrictif, mais c'est vraiment des secteurs porteurs au Vietnam, et particulièrement suite à la signature de cet accord de libre-échange. Alors, quel est l'intérêt de cette ouverture des marchés publics vietnamiens aux entreprises européennes? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Vietnam aujourd'hui présente l'un des ratios les plus élevés au monde en matière de marché public, avec 39% de son PIB. Je pense évidemment au projet d'infrastructure relatif à la ligne 3 du métro de Hanoï. C'est peut-être quelque chose de familier pour certains d'entre vous. C'est un projet emblématique de la coopération France-Vietnam. Mais c'est également une belle vitrine pour mettre en avant l'expertise française, le savoir-faire français en matière, pour le coup, ici, en l'espèce de transport urbain. C'est de bon augure, c'est un bon argument qui permet d'avancer et de mettre en avant les expertises françaises. Alors, bon, je vais passer rapidement sur les exclusions sectorielles. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à venir vers moi avec des questions plus techniques sur cette question des marchés publics vietnamiens, l'ouverture des marchés publics vietnamiens aux entreprises européennes. Nous vous répondrons de manière plus détaillée par email avec quelques détails. Alors très rapidement, oui, c'est non seulement un accord de libre-échange classique, puisque nous avons, comme je l'ai évoqué, la baisse des droits de douane, etc., tout ce que j'ai abordé. Mais c'est aussi et surtout un accord nouvelle génération, avec un engagement sur le respect des standards internationaux, avec un respect des normes environnementales, un respect du droit des travailleurs, un respect de la propriété intellectuelle. Donc, il y a vraiment un aspect majeur aussi côté Vietnam sur
sur une augmentation de ces normes. Et là-dessus, ça permet également à de nombreuses entreprises françaises, je pense au conseil, au contrôle qualité, d'expertise française, qui sauront, je le pense et j'en suis sûr, transmettre, disons, cette expertise ici aux acteurs vietnamiens ou aux entreprises étrangères basées au Vietnam. Alors, j'ai essayé de donner des exemples. C'est toujours un petit peu compliqué de parler en quelques minutes comme ça d'un accord qui fait un nombre incroyable de pages, je ne sais plus combien. C'est difficile de donner des détails, de vous donner un petit peu la mesure. J'espère que vous retiendrez ce chiffre de 99% des taxes qui, à horizon 10 ans, disparaîtront. Je pense que c'est suffisamment parlant. Il faut comprendre que c'est un accord qui, finalement, arrive à point nommé en cette période de relance. Ici, au Vietnam, l'activité bat son plein. Le Vietnam présente beaucoup d'intérêt en termes de relais de croissance. Je vois encore des questions justement sur ces points, sur la slide qui est affichée. Voilà, donc encore une fois, je vous demande un petit peu peut-être de comprendre qu'il a fallu donner quelques exemples. Peut-être que ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous proposez, au secteur que vous représentez. Simplement, plusieurs choses. Première chose, mise en place d'un guichet EVFTA ici à la Chambre de commerce française au Vietnam pour répondre à toutes vos questions techniques. C'est-à-dire qu'on a créé un guichet qui va répondre à toutes les questions. Alors j'imagine que ça a fait émerger beaucoup de questions, peut-être même des incompréhensions, je l'espère pas, mais c'est possible, sur les normes, sur la mise en place, sur comment bénéficier si quelqu'un aide, par exemple, dans la production, la fabrication de bijoux, la construction, la fabrication de matériel de sport. Voilà. On reçoit des demandes tous les jours ici à la Chambre de commerce française de Vietnam de la part d'entreprises françaises et on les guide. Et c'est pour ça on a identifié ce besoin d'un guichet EVFTA avec quelqu'un à plein temps qui travaille justement sur ce besoin d'information et de clarification. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions sur tout ce que j'ai pu aborder aujourd'hui, avec les détails de votre situation. Un rappel, encore une fois, ce que propose la Chambre, finalement, le VFTA propose de nombreuses opportunités. Encore faut-il savoir les interpréter, savoir les saisir. À ce titre, nous proposons des services qui aideront vos projets, qui accompagneront vos projets. Comment c'est une timeline assez basique, mais qui représente un certain nombre de nos expertises, à savoir l'étude de marché. Si vous voulez comprendre un petit peu, vous avez un produit que vous envisagez de développer parce que vous êtes intéressé par cette classe moyenne qui grandit, par ses goûts, cette envie de nouveauté, de modernité. On produit des études de marché sur un certain nombre de secteurs. On propose de l'identification de partenaires, c'est-à-dire si vous cherchez un distributeur ici au Vietnam, une fois que vous avez votre étude de marché ou pas, vous pouvez identifier des partenaires grâce à la Chambre de commerce pour trouver le bon distributeur de votre produit ici au Vietnam qui saura connaître le tissu commercial et économique ici au Vietnam pour partager votre produit. Nous vous permettons également d'identifier un partenaire qui serait non pas un distributeur, mais un fournisseur. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un produit, si vous avez besoin d'un élément, si vous avez besoin d'un partenaire pour assembler un produit final, la Chambre de commerce vous permet d'identifier cette personne-là. Étude d'implantation, c'est quelque chose que l'on fait de plus en plus, sur lequel nous travaillons d'autant plus, qui est tout à fait souligné actuellement, c'est dans quelle zone industrielle, alors c'est encore un autre sujet finalement, l'optimisation de l'implantation des entreprises françaises au Vietnam. Si vous décidez finalement de déplacer une usine ici au Vietnam, une petite zone de production, est-ce que vous préférez être ici à Ho Chi Minh Ville, plutôt à Hanoï, ou plutôt dans la région de Binh Duong ou de Dong Nai, qui présentent chacune des avantages, des inconvénients. Et donc ça, c'est assez important pour nous d'accompagner les entreprises pour les aider à se positionner au bon endroit en fonction de leurs objectifs.
support et gestion administrative. Hein, c'est donc ce que l'on propose pour la mise en place, la création de structures juridiques grâce à nos partenaires, ce qui me permet, je vais lire les questions en même temps. Je vais revenir tout de suite sur la question de la RSE. Et donc oui, la création d'entreprise, ça me permet d'évoquer rapidement une chose importante, c'est-à-dire que une chose importante, la création d'entreprise, nous le faisons grâce au support de nos experts, de nos partenaires, cabinets d'avocats, cabinets de comptabilité également. Donc, je souligne, une chambre de commerce à l'étranger, ici à l'international, c'est un support qui est fondé sur une expertise fédérée, sur une expérience fédérée. Nous travaillons avec des avocats, des cabinets comptables, des cabinets de conseil qui vont nous aider justement à aider les entreprises qui s'installent ici. Pour le recrutement, c'est complètement internalisé puisque nous recevons de nombreux CV de la part de beaucoup de Vietnamiens, notamment francophones, qui souhaitent avoir la chance de pouvoir partager une aventure avec une entreprise française qui se développe ici au Vietnam. Donc, nous proposons également ce soutien au recrutement, soutien au VIE, grâce à nos partenaires Business France également. Alors, je reviens sur la question du conseil RSE. Alors, quel est le rapport avec le VFTA? Comme je l'évoquais très rapidement, l'accord de libre-échange implique une mise aux normes, si vous pouvez le présenter comme cela, au niveau vietnamien, de certains aspects de production, de certains aspects RSE finalement, au sein des entreprises ici au Vietnam. Alors, la Chambre de commerce, qu'est-ce qu'elle propose? Je vous invite à prendre contact avec nous parce qu'on a donc un département responsabilité sociétale des entreprises qui se spécialise, qui a édité un guide RSE au Vietnam, ça fait maintenant 1 an et demi, en langue anglaise et vietnamienne, et donc qui permet donc de mettre en avant les initiatives RSE ici au Vietnam, qui permet de donner des conseils RSE. C'est un sujet avec un spectre extrêmement large, et donc que fait le conseil RSE? Nous proposons des conseils dans les entreprises sur différents types de sujets. Nous pouvons travailler notamment sur des sujets pratiques type comment éviter le turnover de vos équipes grâce à la RSE, ou bien un sujet qui est repris et demandé ces derniers temps, c'est comment déplastifier vos processus de production, comment réduire les pertes ou le gaspillage dans vos processus de fabrication. Donc, nous proposons du conseil RSE sur différents thèmes en fonction des besoins et des intérêts des entreprises. Au-delà de ça, nous proposons de manière plus générale, nous proposons une sensibilisation RSE avec des conférences, avec des articles RSE. Encore une fois, on essaie vraiment de mettre en valeur les initiatives sur ce qui se fait ici au Vietnam. Et nous avons bon espoir de surfer sur les engagements pris dans le cadre de cet accord de libre-échange pour continuer à faire valoir notre expertise et à faire valoir nos convictions en matière de RSE ici. J'espère que ça répond à votre question, mais en tout cas, je vous invite à prendre contact directement avec nous et je serai très heureux de vous mettre en contact avec notre chargé de pôle RSE. Alors, je vois une question sur la question de succursale ici au Vietnam. Quelles sont les modalités d'une création de structure? J'ai toutes ces réponses. Je ne pourrais pas rentrer trop dans les détails maintenant. Alors, encore une fois, la Chambre de commerce n'a pas vocation à faire le travail d'un cabinet juridique. Cependant, on peut vous orienter sur des conseils, encore une fois, empiriques des différentes entreprises membres qui nous reviennent. Mais oui, on vous accompagne, on vous soutient, on vous conseille sur quel type de structure juridique. Alors là, on parle d'une succursale, d'une filiale. La filiale, ce n'est pas forcément la meilleure option, ça peut l'être. Hein. Il y a aussi un bureau de représentation qui peut être quelque chose d'intéressant, ou bien par le truchement de la chambre de commerce avec une prise de risque moindre. Il y a beaucoup de solutions qui sont envisageables, mais là-dessus, je vous propose de venir vers moi directement. Alors, j'ai une question avec quelqu'un dans l'expert dans le domaine des dispositifs médicaux, de même. Hein, je serais très heureux de vous mettre en contact avec nos chargés de mission
n'hésitez pas à prendre contact avec moi en direct, et puis je serai très heureux de vous rediriger vers nos équipes. Encore une fois, on est 18 collaborateurs ici à la Chambre de commerce, divisés entre le siège ici à Ho Chi Minh Ville et quelques collaborateurs, 3 collaborateurs à Hanoï. Voilà, alors, question-réponse, on n'a que quelques minutes, malheureusement. J'espère que je n'ai pas été trop long sur cette présentation VFTA, sur une formule webinaire très à la mode, mais qui n'est pas forcément aussi interactive qu'une rencontre en présentiel. Voilà, j'ai peut-être 5 minutes pour répondre à des questions. Autrement, n'hésitez pas à prendre contact directement avec la Chambre de commerce, avec moi-même. Alors, j'ai peut-être complètement oublié de mettre mon adresse email, mais j'aurai je pense que ça sera fait par les équipes CCIFI. Voilà, je regarde si j'ai répondu à toutes les questions. Alors, ce que je vous propose, de manière assez artisanale, et vous m'en excuserez, c'est de vous marquer ici dans le chat mon adresse email. N'hésitez pas à m'envoyer un mail dès maintenant pour me poser une question sur tout ce qui a été évoqué maintenant. Si vous voulez être en contact avec un chargé de mission, plutôt sur les études de marché, plutôt sur la RSE, plutôt sur le recrutement. Voilà, je terminerai en disant que le Vietnam offre de très belles perspectives, encore faut-il les identifier, encore faut-il savoir les saisir. Parfois, le Vietnam, encore une fois, je ne sais pas exactement à qui je m'adresse aujourd'hui, mais parfois le Vietnam peut sembler un petit peu inconnu, un peu lointain, mais finalement, beaucoup d'entreprises ici ont prouvé qu'il était possible de développer un courant d'affaires pertinent. La Chambre de commerce accompagne de nombreuses entreprises, on est sollicité encore une fois tous les jours par les entreprises françaises. Je regarde les questions. Donc j'ai une question sur la relation Vietnam, la relation économique entre le Vietnam et la Chine en termes de propriété intellectuelle. Je ne pourrais pas me prononcer sur cette question de relation Vietnam-Chine sur la question de la propriété intellectuelle. Je ne saurais pas m'avancer. Cependant, encore une fois, je serais très heureux de vous mettre en contact avec la personne en charge qui est issue d'un programme de l'Union européenne, justement, qui s'appelle IPR Helpdesk et qui saura peut-être répondre à cette question sur la propriété intellectuelle. Ici, qui est bien sûr une question au Vietnam, mais encore une fois, dont cet accord de libre-échange Union européenne-Vietnam a vocation à répondre, à savoir travailler sur le respect de la propriété intellectuelle, des droits de propriété intellectuelle. Donc, cher monsieur, je vous invite à m'envoyer peut-être un petit mail sur le chat. Je vous ai écrit mon adresse mail adam.poulacsesian@ccifv.org. N'hésitez pas à me mettre un petit mot sur le chat et un petit mot par email et je transmettrai à la personne en charge. Et donc, quel est l'équilibre de qualité de vie et travail à Ho Chi Minh Ville qui est en pleine construction? C'est une question, j'imagine, qui implique une réponse très subjective. Je dirais que Ho Chi Minh Ville aujourd'hui, pour parler de Ho Chi Minh Ville, présente énormément de qualité en termes de mode de vie. En termes de mode de vie, alors on est dans une situation assez particulière d'un point de vue sanitaire, mais c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas appesanti, mais Ho Chi Minh Ville, c'est un hub pour un développement en ASEAN. C'est-à-dire que d'un point de vue qualité de vie, si on développe une activité et qu'on doit recruter un certain nombre de collaborateurs, il est tout à fait pertinent de recruter des collaborateurs ici basés, qu'ils soient d'ailleurs français, américains ou vietnamiens. Il est pertinent de les positionner ici, dans une ville, Ho Chi Minh Ville, où la qualité de vie est bonne, où le coût de la vie est plutôt faible par rapport à un certain nombre de pays, je pense évidemment à Singapour, Hong Kong, qui sont des hubs régionaux.
Ho Chi Minh Ville se positionne justement comme un hub avec une qualité de vie, donc pour répondre à votre question, qui est très agréable. J'espère que chacun d'entre vous aura l'occasion, si ce n'est déjà fait, de nous rendre visite ici à la Chambre de commerce à Ho Chi Minh Ville pour prendre la mesure de ce dynamisme et de cet optimisme qui règne ici. Peut-être une dernière question. Bon, très bien. Très bien, écoutez, donc ça fait bientôt 1 heure. Hein, je me doutais qu'on n'aurait pas le temps de rentrer trop dans les détails. Encore une fois, l'idée, c'était vraiment de faire une présentation générale, de vous donner envie d'en savoir plus finalement, de vous donner envie de contacter la Chambre de commerce pour qu'on vous aide, pour qu'on vous donne des conseils, pour qu'on vous donne de l'information sur le VFTA, mais pas que, encore une fois, sur tous les avantages que propose le Vietnam. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre temps ce matin, il me semble, en France. Pour ma part, il est bientôt 17 h. Je remercie chaleureusement de nouveau les équipes de la CCIFI pour ce format. J'espère que nous aurons l'occasion de le vivre de nouveau, de l'organiser de nouveau, parce que je pense que c'est très précieux de pouvoir échanger en direct avec les entreprises, les entrepreneurs et les partenaires basés en France. Merci beaucoup. Vous avez mon email dans le chat. N'hésitez pas à prendre contact directement avec moi. Très bonne journée à vous.